Cette matinale, on l'a intitulée La filière porc en période d'incertitude, évolution des marchés et des perspectives. Pourquoi on parle de période d'incertitude? Tout d'abord, parce que les marchés, que ce soit de l'amont sur l'alimentation animale, sur le marché du porc, le marché des pièces de découpe, le marché des charcuteries, jusqu'à la distribution, toute la filière porcine, elle est actuellement perturbée et bouleversée par trois événements majeurs. Une crise sanitaire, même une double crise sanitaire, Covid, FPA, une crise économique avec la guerre en Ukraine et toutes les conséquences qu'elle implique, et enfin la crise climatique, la chaleur, les sécheresses qu'on a pu connaître cet été et qui forcément vont impacter le marché de l'alimentation animale et également le marché du porc. Ces trois crises, elles ont bien évidemment des retombées majeures sur le marché des matières premières. Ça modifie les dynamiques des échanges. On atteint des prix records et on a également des impacts sur les matières premières non agricoles. Et là, je laisserai dans une seconde partie ma collègue Mathilde Lebouche nous expliquer voilà, quelles sont les conséquences de ces crises sur le marché des matières premières. Mais ces trois crises, elles ont aussi des impacts majeurs sur le marché du porc, puisque là, elles influent totalement sur les dynamiques d'offres et de demande. On est dans un contexte inflationniste sur absolument tous les postes de dépenses et les acteurs de la filière doivent s'adapter à ce contexte qui est très particulier et qui vraisemblablement va durer va durer. Ces crises et ces périodes d'incertitude, elles ravivent certains enjeux auxquels la filière est confrontée. On parle par exemple ici de transmission des élevages, de répercussion des prix tout au long de la filière. On est vraiment dans une période d'incertitude qui ravive les craintes et les enjeux sur toute la filière. Donc, si on s'intéresse tout d'abord au marché du porc, les prix du porc ils sont actuellement en 2022 soutenus, mais le marché reste confronté à une très grande volatilité. Alors en 2022, pourquoi on assiste à cette remontée des cours? Tout d'abord, en début d'année, on assistait à une reprise saisonnière des cours, mais celle-ci, elle a vraiment été accentuée par la baisse de l'offre dans certains pays du nord de l'Europe, notamment impulsée par l'Allemagne. En avril-mai, on a connu un mouvement un peu plus de pause. On était dans une attente d'une demande qui repart. Les approvisionnements étaient pour l'instant suffisants. Et par contre, à l'été, là, on l'a bien vu cet été avec le franchissement historique des 2 euros au marché au cadran, on est sur des prix très élevés, absolument dans toute l'Europe. Et ça, c'est principalement en lien avec une demande qui reste plutôt dynamique, mais surtout avec une baisse de l'offre qui s'observe réellement sur le marché. Le marché, on le voit bien, hein, au-delà de cette conjoncture, il est de plus en plus soumis à des aléas. Et je vous ai mis en bas du graphique, là, le graphique du bas, l'évolution des cours à l'échelle européenne depuis des années. Et ça montre bien cette volatilité auquel est confronté le marché du porc depuis des années. Cette volatilité est historique, mais elle est de plus en plus dépendante de ces nombreux chocs qui interviennent sur le marché, ces chocs d'offres, ces chocs de demande. Et là, plus dernièrement, ce choc que connaissent les éleveurs au niveau de la montée, de la flambée des cours des matières premières. Face à cette extrême volatilité, l'anticipation pour les éleveurs, pour nous également les analystes, devient de plus en plus compliquée parce que tous les fondamentaux auxquels on avait l'habitude, la tendance, le cycle, la saisonnalité, là on se rend compte que tous ces éléments subissent des bouleversements et il est de plus en plus compliqué d'anticiper et d'envisager l'évolution des cours sur les prochains mois. Alors, je vous ai parlé d'une offre qui chute. En effet, on l'observe actuellement dans toute l'Europe. Sur le premier semestre, les abattages à l'échelle européenne sont en baisse de 3%. Ça représente un chiffre très élevé du nombre de porcs abattus en moins. Et puis, on se rend compte qu'il y a quand même une diversité selon les pays. On a vraiment cette baisse d'offres qui s'observe en Allemagne avec des abattages qui diminuent de manière mensuelle de quasiment 10%. Mais on a également d'autres pays, la Pologne, pays aussi affecté par la FPA, qui connaît une baisse d'offres très, très importante. Ce qu'on observe actuellement sur le premier semestre,
Et puis d'autres éléments de marché plus actuels qui nous parviennent, ils nous ont amenés à réviser nos perspectives d'offres à venir sur l'année 2022. En début d'année, on envisageait plutôt une baisse de l'offre européenne de l'ordre de 1,5%. Là, pour le coup, je pense qu'on ne se mouille pas trop en avançant une baisse de l'offre européenne de 3%. Tout d'abord, ça se voit dans les abattages et ça se voit aussi dans les enquêtes cheptel les plus récentes. Au printemps, les Allemands et les Danois ont réalisé une photographie de leur cheptel. L'Allemagne montrait une baisse du nombre de truies de plus de 9%. Le Danemark, pareil, moins 7%. C'est des niveaux énormes de baisse. Et là, on est dans une dynamique qui ne va pas s'arrêter pour le moment. Et on arrive dans un cycle de baisse de l'offre européenne. Du côté de la demande, on se rend compte que les perspectives à l'export n'affichent pas de réelle reprise. On s'y attendait, ça se confirme. Actuellement, les exportations européennes sont à peu près au niveau de 2019, avant la Chine, l'explosion de la Chine. Et ça, pourquoi on l'explique? Tout d'abord parce qu'on a un redéploiement de la production chinoise en 2021, en 2022. 2023, la croissance devrait se poursuivre, peut-être de manière un peu plus lente. Mais on a vraiment ce redéploiement de la demande chinoise. De la production chinoise, pardon. Du côté de la demande chinoise, en début d'année, on a eu un marché où le Covid et la politique zéro Covid en Chine a mis sous cloche cette demande et n'a pas favorisé non plus les échanges. Par contre, élément plutôt optimiste pour la filière française, on se rend compte que dans les autres marchés asiatiques, Corée, Japon, là on est sur une demande qui repart, on est dans l'après-Covid, une dynamique de consommation qui repart. Mais malgré ces éléments un peu optimistes, on n'oubliera pas que cette année encore, les exportateurs seront confrontés à des prix élevés du transport maritime et on est encore dans une dynamique où la logistique reste perturbée par des manques de personnel, entre autres. Ce qu'on observe à l'échelle de l'Europe, on se rend compte que les tendances sont un peu moins accentuées sur la filière française. On est face à une filière française qui, pour l'instant, résiste en première partie d'année. Lorsqu'on regarde les abattages mensuels, on se rend compte que les baisses du nombre de porcs abattus s'observent réellement depuis seulement 3 mois. À la différence, par exemple, des Allemands, on était sur des moins 10%. On est voilà, quand même sur un marché français qui est plutôt résilient. De la même manière, pour les exportations, on est sur une légère baisse des exportations françaises cette année, moins 1,6% par rapport à l'an dernier. La France a reporté ses ventes qui arrivaient sur les marchés tiers sur le marché européen. Et c'est ça qui fait aussi la force et la résilience du marché français. Au-delà des soutiens récents de l'État à propos, par exemple, du plan de relance ou du plan de résilience, on a des stratégies en France qui permettent à la filière française de résister à ce contexte économique particulier et difficile tout en Europe. Et c'est ça qui nous amène aussi à se projeter dans l'avenir. Et quand on s'amuse à faire un exercice de projection à l'échelle, par exemple, 2026, bien évidemment, on va aller sur un déclin de l'offre en France, mais il va être plutôt limité, à la différence, par exemple, de nos voisins du nord de l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, par exemple. Donc voilà, on est quand même sur une filière française qui résiste. Mais la filière, elle est confrontée cette année plus que jamais à une inflation record. Et ces dynamiques d'inflation, elles vont avoir des conséquences pour absolument tous les acteurs de la filière. Tout d'abord, à l'amont de la filière, les acteurs sont confrontés à une augmentation du coût alimentaire. Mathilde en parlera, mais pas que. Ils sont également confrontés à une augmentation du coût des énergies, du pétrole, également une augmentation du coût des salaires, et du coût de toutes les autres charges, du fret, etc. Et ça, toutes ces charges, elles vont influer sur le coût de production. Là, je vous ai remis la structure du coût de revient des porcs charcutiers, et on voit que tous les postes de charge seront impactés par l'inflation globale que connaissent les marchés. Là, je parlais au niveau de l'élevage, mais ça va aussi toucher les autres maillons de la filière, les entreprises de l'abattage des coupes, de la transformation, de la logistique et également de la distribution, puisque tous seront confrontés à un fort besoin en électricité, en fioul ou en gaz, qui connaît des flambées des prix. Ils sont également confrontés à une hausse des coûts des emballages,
à un manque de main-d'œuvre et également à un manque de CO2 lié aux industries des fertilisants, des engrais. Donc voilà, tout ça, tous ces éléments, ça va avoir des conséquences majeures pour absolument tous les acteurs de la filière. Et même si on a vu se multiplier les aides d'État, plan de résilience, aide pour l'alimentation animale, aide pour le prix de l'énergie, le bouclier énergétique, la question se pose, c'est quand ces aides vont s'arrêter, dans quelle situation on va retrouver nos acteurs économiques. Cette inflation record, elle a également des conséquences à la consommation. Là, les budgets des ménages sont sous pression. Les ménages connaissent un pic d'inflation record depuis 85 et ils sont confrontés, donc je parle de ce que je parlais là, ces hausses des dépenses énergétiques, mais pas que. La hausse des loyers, la hausse des charges liées à la mobilité. Ça, c'est des postes de dépenses qui sont subis pour les ménages et sur lesquels ils ne vont pas pouvoir ajuster leur budget. La variable d'ajustement risque d'être l'alimentaire et notamment la consommation de produits carnés. Des récentes études, elles montrent également que la confiance des consommateurs sur le volet financier, elle s'étiole au fil du temps. Et là, c'est aussi un événement qui révèle ce sentiment de crainte de la part des consommateurs de part pour leur budget et le maintien de leur pouvoir d'achat. Tout récemment, cet été, avec les sécheresses, les fortes chaleurs, il y a eu aussi un réveil de la conscience environnementale des consommateurs. Et on arrive dans un contexte économique et sociétal qui est favorable à cette poursuite de la déconsommation des produits carnés. Est-ce qu'on l'observe? Alors là, pour l'instant, on a des chiffres que sur les premiers mois de l'année. Ce qu'on observe, c'est que à domicile, les volumes achetés sont en déclin. On est sur un recul des quantités achetées. Le nombre de consommateurs qui se rend en magasin reste le même. La fréquence d'achat reste la même. Par contre, sur les quantités achetées, on est sur un recul. On retrouve cet arbitrage prix et même au-delà. Finalement, tous les consommateurs, ils sont dans une stratégie de descente de leur attente de qualité. Par exemple, ceux qui avaient tendance à consommer des produits conventionnels vont se tourner plutôt vers les premiers prix. Et là, en effet, on voit vraiment des gains de part de marché donc pour les hard discounters et également pour tous ces produits premier prix en France. Ce qu'on remarque aussi à la consommation, c'est que l'inflation, elle est un peu plus tardive pour l'espèce porc. On a une espèce bœuf où les prix flambent, la volaille manque d'offres. Du coup, finalement, il y a des reports de consommation quand même qui sont faits sur le porc et le porc reste un peu plus protégé que les autres protéines animales. C'est ce maintien du nombre d'acheteurs et de la fréquence d'achat. Elle est aussi liée à un fort investissement promotionnel de la part des distributeurs en mai. Et là encore, on s'attend en septembre à vraiment une dynamique de promotion qui soit très vive là à la rentrée. À la consommation, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est qu'on a vraiment des comportements variés selon les profils de consommateurs. Les plus jeunes déconsomment, à la différence des populations un peu plus âgées. Sur leur domicile, la vente à emporter permet aussi de maintenir cette consommation. Ce contexte d'incertitude, on a vu, il a des impacts sur l'offre, sur la demande, mais il ravive aussi certains enjeux de filière au niveau de la répercussion des prix tout au long de la filière. Historiquement, on a un historique, un lissage historique des prix tout au long de la filière. Mais là, plus récemment, on se rend compte que les hausses de prix tardent à être observées au niveau de la distribution. Sur le graphique en bas à droite, j'ai superposé l'évolution des prix du porc à la production et l'indice qui représente l'évolution des prix des pièces de découpe. On se rend compte que les hausses suivent, peut-être dans une moindre ampleur, mais ça, c'est mécanique. Par contre, quand on regarde à la consommation, alors on n'a pas encore les données de cet été, mais on se rend compte qu'on est sur des prix à la fois en porc frais et à la fois pour les charcuteries à la consommation qui sont inférieurs à l'an dernier, alors que les prix actuellement pratiqués pour les prix du porc à la production sont bien supérieurs à l'an dernier.
On n'a pas encore les données de cet été, mais vraisemblablement, pour le porc frais, on n'observe pas une hausse très élevée des prix du porc. Pour les charcuteries, on observerait peut-être une hausse des prix à la consommation, mais bien évidemment, ça arrive un peu tardivement par rapport à tout le début d'année qui a été très compliqué pour les acteurs de l'amont de la filière et les éleveurs. À l'échelle mondiale, ces conséquences-là des crises dont je vous parlais sur le bassin européen, elles ont également un impact à l'échelle mondiale. Et finalement, tous les grands bassins producteurs sont confrontés à ces trois crises, mais tous ne vont pas réagir de la même manière. On s'attend quand même à une hausse de la production mondiale en 2022, principalement impulsée par le redéploiement de la Chine, le redéploiement de la production nationale chinoise. Et même si la demande et les approvisionnements étaient un peu perturbés par la politique zéro Covid, par les fortes pluies, par la sécheresse plus récemment, par une situation liée au marché des matières premières compliquées, une rentabilité dans les élevages qui pose encore question, en Chine, la filière bénéficie quand même d'un soutien massif de la part de l'État. L'État met en place diverses mesures pour protéger sa filière, avec des aides à l'investissement, par exemple, des mises en réserve pour éviter la volatilité sur le marché. Et c'est vraiment ça actuellement qui fait la force du marché chinois et qui explique aussi ce redéploiement massif de la production chinoise. À l'inverse, sur le bassin américain, on s'attend plutôt à une croissance ralentie qui se consolide. Là, le bassin américain subit encore les conséquences de la crise Covid, et ce qui explique pourquoi on est sur une phase de ralentissement. Enfin, au Brésil, en début d'année, on s'attendait vraiment à une production brésilienne qui continue sa croissance, boostée notamment par l'export. Finalement, ce qui se passe sur le marché des matières premières, c'est un frein à la croissance brésilienne. Les éleveurs brésiliens sont eux aussi confrontés à des pertes de rentabilité. Du coup, ce qui explique aussi ce frein pour 2022 de la croissance brésilienne. Donc là, qu'est-ce que ces crises nous apportent quant aux perspectives du marché du porc et quels enseignements elles nous apportent? Ce dont on se rend compte, c'est que le marché du porc en France, il se caractérise quand même par une certaine résilience, malgré tous ces chocs successifs. Voilà, la filière sait s'adapter, tente de s'adapter et voilà, se caractérise par cette résilience ou cette résistance. Mais tout de même, les tendances lourdes se confirment. La déconsommation des produits du porc. Et on assiste également à une résurgence de nombreux enjeux pour l'agriculture et la filière porcine. Et là, on s'attend à ce qu'un nouvel équilibre mondial apparaisse. Je vais laisser la place à Mathilde. Merci beaucoup, Elisa. Donc là, on vous a fait un peu une conjoncture de tout le marché porc. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de l'amont, donc du marché des matières premières. C'est la première fois qu'on le fait dans ce sens-là. C'est un peu étonnant, mais finalement, je pense que ça marche plutôt bien aussi. Du coup, moi, je suis ingénieure à l'IFIP pour tout ce qui est marché des matières premières et de l'alimentation animale. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme Elisa l'a dit, au niveau du porc, au niveau des matières premières, on est aussi dans une situation historique. Pour deux raisons. Premièrement, on a des fondamentaux tendus. Donc là, ce que vous avez en diaporama dans le graphe, c'est le ratio stock sur consommation mondiale. Et on voit qu'il est légèrement à la baisse pour toutes les matières principales, que ce soit le maïs, le soja ou le blé. Donc ça veut dire que finalement, on a de l'offre, mais on a aussi une demande importante. Ce qui veut dire que on a difficilement de possibilité de nourrir tout le monde. Et par-dessus ça, on a un contexte géopolitique qui est complètement nouveau. Donc là, vous avez quelques unes de journaux, la guerre en Ukraine qui s'est déclarée fin février, les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine qui font entrer aussi dedans les États-Unis, qui sont quand même des gros producteurs. Et par-dessus ça, on a une sécheresse historique. Donc tout ça, ça fait vraiment une situation complètement nouvelle dans laquelle il faut trouver sa place. Et il faut aussi retrouver des nouveaux modes de transfert et d'échange. Alors pourquoi c'est si important finalement? J'aimerais que tout le monde soit au même niveau dans cette discussion-là. C'est pourquoi c'est si important cette guerre en Ukraine. Pourquoi aujourd'hui elle a complètement modifié nos manières de penser et même nos manières de faire des échanges
au sein du monde. Tout simplement parce que ces deux pays-là sont des mastodontes au niveau des matières premières, que ce soit les céréales ou les oléoprotéagineux. Là, vous avez un petit peu leur palmarès, leur pédigré, si je peux dire. Au niveau de l'Ukraine, au niveau mondial, c'est le 5e exportateur de blé, le 4e exportateur de maïs, le premier exportateur de tourteaux de tournesol. La liste est la même pour les Russes, premier exportateur de blé, et ça va encore continuer. Aujourd'hui, ils ont une récolte record cette année, et avec le réchauffement climatique, ils ont des terres qui vont devenir super arables et très fertiles. Donc, on va encore avoir une augmentation de cette production de blé dans les années qui suivent. Ensuite, à part le blé, ils sont aussi deuxième exportateur de tourteaux de tournesol, grand fournisseur d'engrais et de matières premières énergétiques. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une dépendance au niveau mondial pour ces deux pays-là. Donc ça, qu'est-ce que ça entraîne? Outre les problèmes liés à une guerre au niveau des civils, là on reste vraiment très, très focalisé sur le marché des matières premières. Les deux problèmes, ça va être une dépendance quantitative ciblée. Les pays qui se fournissaient dans ces deux pays-là, où est-ce qu'ils se fournissent aujourd'hui quand on ne peut plus atteindre ces marchés? Donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir accès à la mer Noire, on ne peut plus avoir accès ni au blé ni au maïs de ces deux pays. Donc dépendance quantitative ciblée. Et enfin, une dépendance de prix général, ça veut dire que cette modification de la disponibilité va faire augmenter les prix dans une bourse, dans une autre. Et dans ce marché mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui, on va vraiment avoir une augmentation partout. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et je vais vous montrer des graphes tout de suite après. Je pense que les chiffres ne sont pas forcément importants. Vous les avez tous en tête de toute manière. Ils ne sont pas prévus dans les médias. Le B à 400 euros tonnes qui a dépassé sur Euronext. Tout ça, vous le savez. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout l'évolution et cette augmentée fulgurante. Et ce que je voulais juste rajouter aussi sur cette diapo-là, c'est que là, je vous donne leur palmarès, je vous parle de problèmes, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est la position de l'Union européenne et de la France au niveau de ces échanges-là. Ça veut dire que autant en blé, on parle beaucoup d'autosuffisance française, ce qui est réel, mais en maïs, on a quand même 47% des importations qui sont réalisées par l'Union européenne qui proviennent d'Ukraine. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette source. Où est-ce qu'on se fournit? On a trouvé des partenariats avec l'Argentine, on a trouvé des partenariats avec d'autres producteurs, mais on voit que les importations augmentent vers d'autres origines. Et pourtant, c'est pas, encore une fois, ce que je veux rajouter, c'est que c'est pas l'Union européenne et encore moins la France qui est le plus touchée quand même par cette guerre. Ça va majoritairement des pays qui sont très dépendants des importations du bassin mer Noire, donc qui sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc, comme je vous ai dit, on passe un petit peu au prix. Encore une fois, vous ne focalisez pas sur les chiffres. Les chiffres, vous allez les retrouver. Ce que je veux vraiment vous montrer et le message que je veux vous faire passer, c'est cette évolution. Donc, c'est cette flambée au moment de la guerre en février. Mais ce que vous voyez, c'est que la dynamique avant était déjà à la hausse. Ça fait depuis l'automne 2020 qu'on a une augmentation des prix, que ça soit en céréales, donc le graphe de gauche, ou dans les oléoprotéagineux, le graphe de droite. Et tout ça, c'est aussi lié au marché mondial. On a une augmentation générale. Là, c'est le marché français, mais on a la même chose. On observe la même chose en Argentine, on observe la même chose en Chine, on observe la même chose aux États-Unis. Je ne vais pas vous faire tous les pays, mais voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et, ce manque finalement d'approvisionnement au niveau de la mer Noire, qui vraiment se rajoute dans un contexte déjà de tension, va créer des nouvelles polarisations des échanges. Ça veut dire où est-ce qu'on va se fournir, chez qui on va acheter. Et peut-être que finalement, les gros mastodontes dont je vous parlais, ils vont devenir encore plus forts. Et qu'aujourd'hui, on parlait énormément des États-Unis, de l'Europe. Peut-être que demain, dans 10 ans, ça va plus être cette même manière de penser. On va peut-être avoir une désoccidentalisation des marchés agricoles. Quand on prévoit une production russe à plus de 100 millions de tonnes dans les 10 ans, là, on voit l'importance que va avoir ce pays. Et tout là-dessus, comme l'a montré Elisa tout à l'heure, on a la parité monétaire qui arrive, l'inflation, et du coup qui accentue encore cette augmentation des cours. Et qui accentue l'augmentation, mais en même temps qui a aussi une conséquence sur la croissance. C'est qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on se dit on continue les exports sur le marché mondial, ou alors au contraire, est-ce qu'on se dit on va se faire des stocks nationaux et on va voir comment on consomme chez nous? Aujourd'hui, ce qu'on a eu aussi, c'est aujourd'hui. Après l'été, on a quand même les premières récoltes de l'hémisphère nord qui sont assez mitigées, que ce soit en blé ou en colza, plutôt bonnes. Par contre, en maïs et en tournesol, ce qui arrive dans les prochaines semaines, plutôt défavorable quand même. Donc tout ça, ça va aussi être quelque chose à prendre en compte et savoir, encore une fois, comment on va consommer. Là, je vous montre les prix des matières premières, mais ce qui nous intéresse réellement, c'est aussi le prix de l'aliment. Et là, quand on parle d'aliments, finalement, on a une flambée toute pareille. L'évolution est la même, parce que bien sûr,
c'est totalement lié. Donc l'aliment IFIP, juste pour vous rappeler ce que c'est comme indicateur, c'est vraiment un aliment porc charcutier sorti usine. Donc ça veut dire que c'est en effet, c'est issu des enquêtes IPAMPA, donc c'est vraiment les fabricants d'aliments qui donnent leur prix d'aliments à la sortie de leur usine. Ce n'est pas seulement un coût matière, il y a vraiment aussi la marge du fabricant qui est pris en compte. Donc on voit que là, on a une augmentation. Je vous ai mis seulement à partir de 2012, mais si on remonte plus haut, on n'a jamais eu cette hausse-là. Les 395 € tonnes, on ne les a jamais eus. Et là, encore une fois, c'est exclusivement un aliment porc charcutier. Ce n'est pas un aliment naisseur-engraisseur. Donc, quand vous avez entendu dans la presse les 400 € tonnes, on y est arrivé, mais pour un aliment complet, pas exclusivement porc charcutier. Ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours un petit décalage quand même entre les matières premières et l'aliment IFIP. On a une flambée un tout petit peu moins forte. Et ça, c'est grâce au rôle tampon des fabricants. On a toujours finalement cette marge qui a pu être modelée. Aujourd'hui, cette marge, elle a été largement réduite. Vous voyez que l'augmentation, elle est depuis 2020. En 2 ans, il y en a presque plus. Donc, la hausse, elle va continuer, ou du moins, elle va se détendre. Et nous, ce qu'on voit en tant qu'experts aujourd'hui, c'est qu'on a sûrement une décélération de cette hausse. Est-ce qu'on va atteindre un plateau? On a l'impression, parce que autant de mai à juin, les dernières données, on avait plus de 20 eurotonnes d'augmentation. Aujourd'hui, entre juin et juillet, on n'en a plus que 9 euros. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est énorme si on compare ça à 2016, aux augmentations qu'on pouvait avoir entre 2016 et 2017. Oui, mais rappelez-vous quand même en début d'année, les augmentations qu'il y a pu avoir entre février et mars. Donc, bien sûr, on est toujours, et c'est pour ça aussi qu'on a appelé cette conférence comme ça, incertitude, c'est que on ne sait pas ce qui va se faire. Moi, j'ai pas le numéro de téléphone de Poutine, je peux pas l'appeler, je peux pas lui dire est-ce que tu vas laisser déjà je pense que je le tutoierai pas, mais est-ce que je vais pouvoir le laisser passer les céréales, comment on va gérer tout ça, on n'en a aucune idée. Donc on a vraiment ce contexte géopolitique qui nous pèse et qui va nous apporter plein d'incertitudes. Et ce que je voulais vous donner quand même comme information, parce que là, c'est vrai que ça soit Elisa ou moi, on dresse quand même un tableau assez noir, c'est qu'on a quand même quelques évolutions qui ont lieu avec l'été, surtout sur le marché des matières premières. Et il y en a certaines qui sont quand même un petit peu positives. On a tout d'abord, vous l'avez entendu encore une fois dans les médias, la reprise des exportations par la mer Noire, donc qui sont encore très soumises aux informations que va donner Poutine. Et là, vous avez une carte de l'Ukraine sur, sur l'écran avec les 3 principaux ports. Et finalement, cette carte-là, ça montre le trafic maritime donc, qui a repris. Ça veut dire qu'il y a des cargos qui partent des grands ports de plaine en eau profonde de l'Ukraine. Donc ça permet de déstocker de la matière qui était comprise dans les silos depuis déjà la récolte 2021. Mais la question va se poser sur la prochaine récolte, parce que comme vous voyez après sur le petit histogramme, on a des bonnes récoltes finalement en Ukraine. On a réussi à planter. Bien sûr, on n'aura pas la culture exceptionnelle qu'on a eue l'année dernière, mais on a tout de même de la matière. Et cette matière-là, il va falloir la stocker, il va falloir l'exporter. Donc comment on va faire? Et toute cette question de logistique, c'est des choses où on n'a pas les réponses directement, mais c'est encore une fois des incertitudes, mais des possibilités qui peuvent être prises. Moi, j'ai un poste un peu particulier parce que je suis sur les 3 instituts et du coup, là, je suis vraiment que avec ma casquette IFIP et je vais vous dire que je suis super contente d'être IFIP aujourd'hui parce que je peux vous dire que la grippe aviaire nous a un petit peu aidés au niveau du cochon et va nous permettre d'avoir un peu plus de disponibilité en maïs, que je ne vais pas dire demain à ma conférence Itavi. Mais du coup, c'est quand même une bonne nouvelle aussi qu'il va falloir garder en compte, c'est que cette diminution de la tension grâce ou à cause de certaines épidémies dans les autres espèces est quand même quelque chose à retenir. Elle va permettre une légère détente, au moins au niveau français. Donc ça, c'était les côtés un peu positifs, mais on a quand même eu aussi des choses en demi-teinte, comme je vous ai dit, donc avec une sécheresse extrême en Chine, sur les 2 tiers sud du pays. Sauf que la Chine, c'est un énorme consommateur. Il est sur le marché des imports depuis déjà 2 années. Il avait un peu diminué là ces derniers mois au niveau de l'orge, mais avec une sécheresse comme ça, est-ce qu'il ne va pas réapparaître et du coup recréer encore de la tension? Au niveau de l'offre, elle est présente, mais si la demande augmente, c'est le graphe qu'on voyait au début, on va avoir une tension sur les stocks. Et enfin, la dernière chose un peu pessimiste qu'on peut avoir, c'est les usines de fabrication d'engrais qui sont à l'arrêt à cause du prix justement du gaz, qui est à peu près 90% du coût de production de l'ammoniac. Et du coup, tous les engrais sont très chers et on a des usines à l'arrêt. Donc ça ne va pas être une conséquence qu'on va avoir à l'instant T. Ce n'est pas du court terme, ça va être du moyen, long terme. C'est pour les campagnes prochaines. Pardon. Pour les campagnes prochaines, à quel prix vont être vendus finalement les céréales et quels vont être les rendements.
Comme Elisa l'a dit, mais là, je veux réenfoncer le clou encore un petit peu, c'est que moi, je vous parle de matières premières, mais encore une fois, il n'y a pas que l'élevage qui va être, pas que l'élevage, et encore une fois, pas que le maillon de l'alimentation animale. En plus, l'IFIP, nous, on représente vraiment tous les maillons de la filière, donc il faut aussi se battre pour eux. Et du coup, d'autres maillons sont touchés avec des prix des engrais très forts, donc les prochaines campagnes de céréales, les fafeurs, on va avoir des tonnes d'aliments et des tonnes de blé qui vont être plus chers dans les prochaines années. Et on a aussi un prix du pétrole très élevé. Donc ça rentre en compte dans le fret, dans les exportations, dans l'utilisation des différentes usines. Donc, toutes les charges augmentent, les énergies, les intrants, le fret, et on va vraiment avoir un impact sur toute la filière. Donc, il ne faut pas se concentrer que sur l'élevage. Aujourd'hui, notre conférence, elle est quand même portée là-dessus, mais il faut bien garder en compte qu'on a tout ça. La consommation va être impactée. Voilà. On a vraiment un changement de mentalité totale qu'il faut prendre en compte. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, j'aime beaucoup cette expression de nouveau paradigme, que je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas une crise en fait. On est vraiment dans des moments, dans des périodes d'incertitude, mais qui vont peut-être créer un nouveau, une nouvelle, euh, une nouvelle normalité avec des cours hauts. Les cours du port, ça, c'est Elisa la spécialiste, mais on va peut-être rester quand même dans des cours un petit peu hauts. On a des prix des céréales hauts, l'aliment qui semble faire un plateau. Donc, je pense que on aura vraiment une nouvelle normalité et ça, il va falloir le prendre en compte. Comment on paye notre aliment, comment on paye notre cochon et finalement, nous, consommateurs aussi, à quel moment on va passer ces hausses-là. Et là, je vous ai mis en résumé quand même, deux, trois informations de ce qui pourrait entraîner une détente des cours, ce qui pourrait relancer la hausse. Donc, on voit dans ce qui pourrait entraîner une détente des cours, un bon fonctionnement des exports en mer Noire. Aujourd'hui, on est encore très soumis finalement à la politique de Poutine. Une bonne récolte de maïs dans l'hémisphère sud. On a des bonnes pronostics de semis, mais que va-t-il en être aussi des conditions climatiques? Ça, c'est de l'incertitude totale. Et j'ai pas de grenouille dans ma poche, encore une fois, hein, pour vous dire s'il va y avoir de la pluie, s'il va y avoir du soleil. Des faibles conséquences de sécheresse en Chine, ça, c'est vraiment pas la probabilité vers laquelle on s'oriente. Donc, on va quand même avoir une demande plus forte au niveau de la Chine et pas de création de stocks nationaux de sécurité. Et ça, encore une fois, c'est pas non plus dans mes cordes, c'est de la politique. Où est-ce qu'on se place? Est-ce qu'il pourrait relancer la hausse? Un enflammement des tensions à Taïwan qui pourrait mettre en porte-à-faux finalement la Chine et les États-Unis, deux grands producteurs, un nouvel emballement de Poutine, donc au niveau de la guerre en Ukraine, qui pourrait finalement être néfaste pour la production et pour l'export des différents grains en Ukraine, un approvisionnement en entrants et en énergie difficile qui augmenterait directement le coût de production des prochaines céréales pour les prochaines campagnes, des mesures de protectionnisme, donc finalement moins d'offres disponibles sur les marchés internationaux et une augmentation de la demande. Nous, on se porte vraiment plutôt vers des cours hauts, mais une stabilisation sur ces niveaux hauts. Après, ce que je vous ai mis dans ces deux tableaux, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et pour lesquelles je n'ai pas de réponse, d'où le terme incertitude. Encore une fois, j'insiste. Et ce qu'on voulait vous dire avec Elisa aussi en conclusion de cette intervention, c'est que les incertitudes sont là. On vous en a montré qu'on en a aujourd'hui, qu'on en aura demain court terme, mais demain aussi long terme. Avec des matières premières et un marché du port, on va rester sur des fondamentaux tendus, avec une baisse notable de l'offre en matières premières et en port, et une demande. Enfin, la baisse notable est principalement en port, et une demande forte pour les matières premières. Donc là, ça veut dire qu'on va toujours avoir cette tension sur les marchés et des prix élevés. Ensuite, on aura encore cette intense volatilité parce que qui dit incertitude dit volatilité. On ne va pas savoir du jour au lendemain, on ne va pas avoir une stabilisation et on va vraiment avoir des choses qui vont varier énormément. Et avec la hausse des autres coûts, que ce soit de l'intrant, de l'énergie, du pétrole, on va aussi avoir cette volatilité qui va être renforcée. Les cours du port resteront soutenus, donc ça c'est Elisa qui vous l'a présenté tout à l'heure et c'est, je pense, l'un aussi des messages à garder en tête. Le ratio prix-port coût de l'aliment, ça va être un réel enjeu majeur. Là, on vous l'a mis en graphe à côté. C'est toujours difficile de le représenter sur le même graphique avec les différences d'échelle, mais ce qu'on voit, c'est que le prix de l'aliment a augmenté, le prix du porc a augmenté, et ensuite, on va pouvoir en calculer une marge et finalement se dire qu'est-ce que gagne réellement l'éleveur. Est-ce qu'on arrive à couvrir nos coûts ou pas? Et ça va vraiment être l'élément majeur des prochains mois et de la prochaine. Moi, je parle en campagne, Elisa plus en année civile, mais des prochaines années aussi.
parce qu'on aura encore des éléments de perturbation majeure et imprévisibles, que ce soit l'inflation, que ce soit les tensions géopolitiques ou que ce soit les crises sanitaires. Donc finalement, les 3 points qu'on vous avait remis en introduction, donc l'AFPA, et sans parler du changement climatique et des sécheresses qu'on ne peut pas vraiment prévoir, qui sont reportés dans de nombreux autres défis, donc que ça soit des répercussions jusqu'aux consommateurs, qui paye quoi, de la disponibilité en main-d'œuvre, aujourd'hui, qui veut travailler en élevage, qui veut travailler en abattoir, de la transmission des exploitations. On a quand même une population vieillissante au niveau de nos âgés, au niveau de nos représentants professionnels, une compétition internationale, que ça soit sur le port ou sur le marché des matières premières. On est vraiment dans un monde mondialisé. Et enfin, un changement climatique, comme je vous l'ai dit. Et ce qui me semble aussi très important, c'est un changement de mode de consommation, attente sociétale, bien-être animal, environnemental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va aussi y avoir des actions du consommateur qu'on ne peut pas faire sans lui. Donc voilà pour nos 2 interventions côté IFIP.